Je me suis réveillée ce matin en sachant que quelqu'un avait traversé ma chambre pendant mon sommeil. Ce n'était pas un pressentiment de vieille femme nerveuse, non, c'était une certitude glaciale, comme quand on sent qu'un objet a été déplacé d'1 millimètre sur une table que l'on connaît par cœur. À mon âge, on ne voit peut-être plus aussi bien, mais on remarque tout ce qui dérange la mémoire des choses. J'ai posé mes pieds au sol, lentement, et ma main a glissé par habitude vers le petit meuble près de la fenêtre. La clé n'était plus là. Elle ne tombe jamais, cette clé. Et quand j'ai ouvert le tiroir, j'ai su ce que je redoutais. La boîte en bois clair, celle que mon frère André m'avait confiée avant de mourir, avait disparu. Pas rangée ailleurs, pas oubliée, disparue. Je suis restée debout, le tiroir ouvert, le souffle court, mais le visage calme. À 78 ans, j'ai appris qu'il ne faut pas gaspiller ses forces en cris. Le silence dit beaucoup plus. Dans la cuisine, j'ai trouvé ma fille Marion déjà assise, cheveux attachés en chignon hâtif, tasseuse de café entre les mains. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entrée. Depuis quelques mois qu'elle était revenue vivre temporairement chez moi, elle avait pris l'habitude de m'éviter. Elle disait qu'elle était fatiguée, stressée, préoccupée. Je savais seulement qu'elle n'était plus la fille joyeuse que j'avais élevée. Une femme étranglée par sa propre impatience, voilà ce qu'elle était devenue. Tu as bien dormi m'a-t-elle lancé sans conviction. J'ai répondu que oui. Il ne servait à rien de lui tendre une main qu'elle ne saisirait pas. J'ai observé ses doigts de tapoter la tasse, comme si elle avait quelque chose à cacher, quelque chose à se reprocher. Depuis des semaines, elle entr'ouvrait des tiroirs, fouillait dans des sacs, pensant que je ne remarquais rien. Mais je la voyais faire, toujours entre deux respirations, comme une ombre malhabile. J'ai préparé mon thé. Le bruit de l'eau dans la bouilloire me calmait. Je me suis assise en face d'elle. Tu sors ce matin? Peut-être, oui, j'ai des démarches. Ce mot, démarche, elle l'utilisait depuis qu'elle avait perdu son emploi. Il servait à tout, à justifier ses absences, ses humeurs, ses silences, et parfois, j'en étais sûre, ses mensonges. Je l'ai regardé un moment. Son visage, autrefois si doux, portait maintenant des tensions que je ne reconnaissais pas. Elle mordillait sa lèvre, un tic récent. Tu cherches quelque chose dans ma chambre, Marion? Elle a relevé les yeux, surpris, presque irrité. Pourquoi tu dis ça? Pour rien, une impression. Je n'avais pas l'intention de l'accuser. Je voulais seulement entendre le son de sa voix quand elle m'en tirait. Elle a haussé les épaules. Trop vite. Je touche à rien, maman. Tu sais bien, je n'ai pas insisté. Dans ce genre de moment, l'insistance n'apporte que de la fuite supplémentaire. Ce qui doit remonter à la surface finit toujours par le faire. Après son départ, j'ai fouillé la maison, pièce par pièce. Non pas avec la nervosité d'une femme paniquée, mais avec la précision de celle qui sait exactement ce qu'elle cherche. La boîte n'était nulle part. Pas un indice, pas un déplacement d'air, rien. Je me suis assise sur mon lit et j'ai laissé mes mains retomber sur mes genoux. André, mon cher André, si tu savais, la disparition de ces bijoux n'était pas un simple vol domestique. Ce n'était même pas une trahison familiale, pas encore. C'était autre chose. Quelque chose que Marion n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses pires actes. J'ai fermé les yeux un instant. La lumière du matin se glissait sur le parquet comme un souvenir qui refuse de mourir. Puis je me suis levée, calmement. Parce que si ma fille avait vraiment pris cette boîte, elle ignorait à qui ces bijoux appartenaient vraiment et ce que leur disparition allait réveiller dans ma vie. Je savais que Marion rentrerait tard. Quand elle traversait une mauvaise période, elle s'arrangeait toujours pour fuir la maison avant que je n'aie le temps de poser les questions qui la gênaient. Ce soir-là, j'ai mangé seule à la petite table ronde, une soupe simple. À mon âge, on apprend que la nourriture tranquille répare mieux que les grands discours. À 22 heures passées, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir avec cette précipitation nerveuse qui ne lui ressemblait plus depuis longtemps. Elle a traversé le couloir d'un pas rapide, son sac besace serré contre elle. Elle s'est arrêtée net en me voyant encore debout dans le salon. Tu m'as fait peur, maman. Pourquoi tu restes dans le noir comme ça? La lumière du lampadaire de la rue suffisait à éclairer la pièce. J'ai refermé le livre que je tenais. Je t'attendais? Elle a soufflé, agacée. J'ai eu une longue journée, tu sais. Je n'ai pas répondu. J'ai observé ses gestes. Elle évitait mon regard. Toujours ce tic du pouce qui frotte la jointure de l'index. Elle avait ce geste-là quand elle voulait cacher quelque chose depuis qu'elle avait 7 ans. Marion, assieds-toi une minute. Je suis fatiguée, maman. On verra demain. Je me suis levée lentement et avancée d'un pas. La boîte a disparu.
Son visage s'est resserré, mais trop peu pour une coupable, trop pour une innocente. Elle a tourné la tête. Quelle boîte? J'ai pris une longue inspiration. Celle que ton oncle André m'a laissée. Elle a haussé les épaules. Tu perds des choses parfois. Ça arrive. Cette phrase, dite d'un ton trop léger, est tombée en moi comme un caillou dans un puits profond. C'était une tentative maladroite, presque enfantine. Je ne perds rien, Marion. Tu le sais? Elle a jeté son sac sur le canapé. L'impact a produit un bruit sourd, inhabituel, métallique. J'ai regardé le sac. Elle l'a immédiatement ramassé pour le mettre derrière elle, comme si ce geste pouvait gommer le précédent. Tu insinues quoi exactement? Que je vole dans ta chambre? Sa voix tremblait légèrement, mais ce n'était pas la peur d'être accusée, c'était la colère d'être découverte. Ah, elle a continué. Tu crois que j'ai besoin de tes vieux trucs? Je ne suis pas à ce point désespérée. Elle mentait, je le savais, pas parce qu'elle avait volé, mais parce qu'elle disait qu'elle n'était pas désespérée. J'ai posé une main sur le dossier de la chaise. Marion, regarde-moi, elle ne voulait pas. Elle a déplacé son poids d'un pied à l'autre, comme une adolescente prise dans un mensonge qu'elle pensait invisible. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu me le dire. Elle a roulé des yeux, un geste dur, presque méprisant. Je n'ai rien pris, c'est tout. J'ai compris alors que discuter ce soir ne servirait à rien. Les vérités ne se déterrent pas à coups de mots, elles remontent seules, comme des bulles dans un verre d'eau trouble. Je suis allée éteindre la lumière du couloir. Très bien, bonne nuit Marion. Elle m'a regardée comme si elle attendait que je continue, que je crie, que je l'accuse, que je la pousse dans un coin où elle se sentirait étranglée. Mais je n'en avais ni l'envie ni l'énergie. J'ai appris avec la vie que la personne qui se sent traquée parle pour se défendre, même quand on ne l'attaque pas. Dans ma chambre, j'ai entrouvert ma penderie. Cherché encore. Pas de boîte, évidemment. Mais quelque chose d'autre manquait aussi. Un foulard en soie que j'avais gardé de ma mère. Je n'y avais pas pensé ce matin. Un détail discret mais révélateur. J'ai soupiré. Puis, en posant ma robe sur la chaise, quelque chose a glissé au sol, un petit ticket plié. Je l'ai ramassé, un rectangle blanc, froissé. On y lisait Mont de piété, dépôt Néron 72, bijoux, or, argent, 215 €. Mon cœur n'a pas accéléré, il s'est simplement resserré, comme si on l'avait enveloppé dans une main froide. Le ticket avait dû rester collé à la doublure de la robe, entré là par erreur, peut-être dans la précipitation. J'ai passé le doigt sur l'encre. La date indiquée était celle de la veille. Pas un mois, pas une semaine. La veille. Alors voilà, Marion n'avait rien emprunté. Elle avait vendu. Je me suis assise sur mon lit, les mains jointes. Le silence de la maison s'est installé autour de moi, dense, presque protecteur. Ici, dans cette chambre où je croyais encore être en sécurité, la vérité venait de s'asseoir à côté de moi, et elle ne repartirait plus. Je suis partie tôt le lendemain matin. Marion dormait encore ou faisait semblant. Depuis quelque temps, elle se levait tard, comme si chaque journée était une charge qu'elle repoussait le plus longtemps possible. Je n'ai pas fait de bruit. À mon âge, on sait se déplacer dans une maison comme une ombre, surtout quand on n'a plus rien à dire qui puisse réparer. Le ticket du mont de piété était dans ma poche, plié en quatre. Je l'ai relu en marchant vers l'arrêt de bus, comme si les mots pouvaient changer entre mes doigts. Non, toujours les mêmes, un dépôt, un numéro, une date, une somme dérisoire au regard de ce que cette boîte représentait. Quand je suis arrivée devant l'établissement, une petite bâtisse grise aux vitres ternies, j'ai senti un pincement dans ma poitrine. Les lieux où l'on vend ses souvenirs portent toujours une odeur particulière. Pas celle de la pauvreté, non, celle du renoncement. À l'intérieur, il y avait un comptoir en verre, rayé par les années, et un homme derrière, la cinquantaine, moustache fine, lunettes ovales. Il ne m'a presque pas regardé en me saluant. Habitué, probablement, à ne voir que des mains tendues et des histoires qu'il vaut mieux ne pas entendre. Je viens à propos d'un dépôt, ai-je dit doucement. J'ai posé le ticket sur le comptoir. Il l'a pris entre deux doigts, sans hâte, comme on manipule un objet sans valeur. Il a tapé quelques chiffres sur son clavier, puis a levé les yeux vers moi. Dépôt revendu hier soir. C'est parti très vite. J'ai hoché la tête, même si je m'y attendais. À qui? Il a plissé les lèvres. Je ne peux pas donner de nom. Politique de la maison. Je me suis approchée d'un pas. Ce n'est pas pour un conflit. Ce n'est pas pour de l'argent. Ce sont des objets de famille. Ils n'auraient jamais dû être vendus. S'il vous plaît. Il m'a observé plus attentivement. Je crois qu'il a vu dans mes yeux ce que Marion n'avait pas su voir dans les siens.
que je ne cherchais pas à récupérer un bien matériel, mais un morceau de ma vie qui s'était échappé pendant que je dormais. Il a soupiré. Je ne peux pas vous donner de nom complet, mais je peux vous dire ceci. C'est un collectionneur, un habitué. Il passe parfois acheter des pièces anciennes. Un monsieur distingué, la soixantaine, toujours très poli. Vous savez où je pourrais le trouver? Il a hésité, puis a pris une petite feuille posée sur sa gauche. Il a laissé ça par erreur hier. Une carte d'un club d'enchères privé, rue Bernard Lazare. Rien de confidentiel. Vous pouvez toujours tenter. J'ai remercié l'homme. Il m'a rendu le ticket avec un air presque coupable, comme s'il regrettait de ne pouvoir faire davantage. En sortant, je me suis assise sur le petit banc en bois près de la porte. Le soleil du matin chauffait doucement mes mains. Je me suis souvenue de la veille, de Marion, de son sac tenu contre elle, de son regard fuyant. Une fille qui se débat dans une vie trop lourde pour elle. Une fille qui, dans sa détresse, croit que tout lui est dû. J'ai regardé la carte du club d'enchères. Le logo doré brillait au soleil. Un monde auquel je n'avais jamais appartenu. Je me suis levée et ai pris la direction de l'arrêt de tram. Rue Bernard Lazare n'était qu'à 3 stations. Le bâtiment, lui, ne payait pas de mine. Une façade beige, une porte étroite et un petit interphone. J'ai appuyé. Une voix grave a répondu. Oui, je voudrais parler de l'achat fait hier au Mont-de-Piété. On m'a dit que quelqu'un d'ici pourrait m'aider. Un silence, puis entrez. L'intérieur était plus élégant que ce que laissait penser la façade. Bois sombre, lampe basse, un parfum de cire chaude. On m'a dirigée vers un petit salon d'attente où un homme m'a rejointe. Cheveux gris, costume bleu nuit, regard vif. On m'a dit que vous cherchiez quelque chose, madame? Élise, juste Élise. Il a souri légèrement. Alors, Élise, dites-moi, j'ai sorti le ticket. Il l'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Oui, je connais la pièce. Plusieurs même. Un petit lot. Très particulier. C'était les bijoux de mon frère. Ils ont été vendus sans mon accord. Son visage n'a pas manifesté de surprise ni de compassion. Seulement un intérêt réel. Je les ai achetés, en effet, hier soir, et revendus ce matin. Je suis restée droite. Savez-vous à qui? 2 acheteurs différents, l'un à Toulouse, l'autre à Nice. Je peux vous fournir les contacts. Ce ne sont pas des gens malhonnêtes, simplement des collectionneurs pressés. Toulouse, Nice, 2 villes, 2 directions, 2 fragments de ma vie éparpillés. Vous voulez les récupérer? A-t-il demandé. J'ai fermé les yeux un instant. Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je veux comprendre comment on en est arrivé là. L'homme a posé une carte sur la table ainsi que 2 feuilles avec des adresses. Commencez par ça, et rappelez-moi si vous apprenez quelque chose d'important. Ces pièces ont une histoire. On sent toujours quand une histoire n'est pas terminée. Je suis sortie. Le soleil était monté, plus fort maintenant. Les gens marchaient vite sur le trottoir, chacun absorbé par sa propre urgence. Moi, je marchais lentement, pas par faiblesse, par mesure, car je savais désormais une chose essentielle. Marion n'avait pas seulement pris une boîte, elle avait ouvert sans le vouloir une porte que j'avais gardée fermée pendant 50 ans. Sur le chemin du retour, j'ai senti quelque chose se réveiller en moi, quelque chose que je n'avais plus touché depuis des décennies, pas de la colère, pas même de la tristesse, une vigilance ancienne, presque militaire, apprise autrefois auprès de mon frère André. Il disait toujours « On ne se défait jamais de ce qu'on a compris trop tôt ». Et en vérité, j'avais compris trop tôt ce que signifiait perdre quelqu'un et devoir continuer malgré tout. Quand je suis rentrée à la maison, Marion n'était pas là. Son absence m'a frappée comme un soulagement coupable, pas parce que je voulais lui en vouloir, non, parce qu'il m'était devenu difficile de la regarder sans me demander où j'avais échoué, à quel moment ma fille s'était perdue en route. Je me suis assise dans le salon. L'après-midi passait lentement derrière les rideaux. J'ai ouvert le vieux tiroir du buffet. Les papiers d'André y étaient encore. Dossiers, lettres, quelques photographies, un paquet ficelé avec soin, jauni par le temps. Je n'avais pas osé les relire depuis sa mort, je n'en avais pas eu la force. Aujourd'hui, je n'en avais plus le luxe. J'ai délié la ficelle. L'odeur du vieux papier a rempli la pièce. Une odeur d'encre sèche, de secrets couchés trop tôt. Au sommet du paquet, une lettre pliée. L'écriture d'André, penchée, sûre, reconnaissable entre mille. Élise, si un jour quelqu'un touche à ce que je te laisse, c'est que le monde n'a pas changé autant que je l'espérais. Je me suis arrêtée. Le tremblement ne venait pas de la peur, mais de la mémoire.
André avait toujours été le gardien de l'histoire de notre père. Un homme brisé par une erreur administrative transformée en accusation, un dossier mal classé, une absence au mauvais moment, une faute qu'il n'avait jamais commise, et une condamnation qui avait détruit sa vie. André avait passé des années à rassembler des preuves, des témoignages, des objets liés à la période où notre père avait servi. C'était devenu sa mission, presque son combat silencieux. J'étais jeune, je ne comprenais pas tout, mais je l'aidais à classer, recopier, archiver, des après-midi entiers passés à la table de la cuisine, lui concentrer, moi appliquer. Il disait que personne ne répare la vérité à notre place. Dans la boîte que Marion avait vendue, il n'y avait pas des bijoux. Il y avait le pendentif que notre père portait pendant ses années de service, la petite broche que la femme du commandant lui avait offerte, le seul témoin encore vivant l'ayant reconnu. Ces deux objets étaient dans les dernières pièces qui manquaient au dossier final. André n'avait jamais pu achever son travail. Le cancer l'avait emporté trop tôt. Alors il m'avait confié tout cela avec une demande simple: terminer ce qu'il avait commencé. Pas pour la gloire, pas pour le nom, mais pour la paix. J'ai relu la lettre jusqu'au bout. André m'expliquait où trouver les dossiers, les dates exactes, les noms des témoins encore montpémadés d'un en vie. Maintenant, il ne l'était certainement plus. Et surtout, le rôle des objets. Sans eux, impossible de clore la procédure de réhabilitation. Quand j'ai refermé la lettre, j'ai senti un poids immense s'installer dans ma poitrine, un poids que je n'avais pas voulu reconnaître toutes ces années. J'avais repoussé ce devoir, prétextant mon âge, la vie, les deuils, les habitudes rassurantes, et voilà que ma propre fille, sans le savoir, avait arraché les dernières preuves du passé de son grand-père. Je ne lui en voulais pas. Une fille qui vend ce qu'elle ne comprend pas, ce n'est pas une voleuse, c'est une enfant qui n'a jamais eu accès à l'histoire. Mais cela ne changeait rien au fait que je devais maintenant réparer. J'ai rangé tous les papiers dans un sac, avec soin. J'ai préparé un thé, bu en silence. Puis, je me suis assise près de la fenêtre, observant le jardin qui commençait à jaunir. Les arbres ne se posent jamais la question de ce qu'ils perdent. Ils savent que tout doit tomber un jour ou l'autre. En fin d'après-midi, j'ai entendu la porte d'entrée. Marion rentrait, j'ai écouté ses pas dans le couloir, un pas rapide, nerveux, celui d'une personne qui espère que rien ne se voit. Elle a ouvert le frigo, s'est servi un verre d'eau. Je suis restée immobile. Elle n'a pas demandé où j'étais allée. Elle n'a pas demandé comment j'allais, elle ne m'a même pas regardée. Je n'ai rien dit non plus, pas par vengeance, par lucidité. La vérité, c'est que certaines conversations ne peuvent exister qu'après avoir traversé tout ce qui les précède. Et nous n'y étions pas encore. La nuit est tombée sans un mot entre nous. Mais moi, j'avais enfin ouvert la porte du passé. Une porte que je n'avais plus le droit de refermer. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Pas par inquiétude, non, par nécessité. Quand une vérité remonte, elle impose son propre rythme et il faut savoir l'écouter. J'ai préparé mon café, lentement, en observant la vapeur s'élever comme un fil de pensée qu'on ne doit pas casser brusquement. Marion n'était pas encore levée. Son silence dans la pièce d'à côté avait quelque chose d'épais, de tendu. Je savais qu'elle sentait que quelque chose avait changé, sans savoir quoi exactement. Les enfants, même adultes, perçoivent toujours quand leur mère se dresse intérieurement. Je me suis installée à ma table, celle où André travaillait autrefois, et j'ai étalé devant moi mes relevés bancaires. Je ne les avais pas relus depuis longtemps. À vrai dire, j'évitais ces papiers comme on évite une vérité qui dérange. Mais maintenant, il n'y avait plus de place pour la complaisance. Ligne par ligne, j'ai repris les 6 derniers le mois. Et très vite, ce qui n'était qu'une intuition est devenu une évidence. De petits retraits, toujours les mêmes, toujours à la même agence du centre. Des paiements nocturnes pour des courses que je n'avais jamais faites. Des virements ponctuels de 20 ou 30 euros, trop irréguliers pour être des erreurs, trop récurrents pour être innocents. Je me suis arrêtée un long moment, les mains posées à plat sur la table. Marion n'avait pas commencé à me voler avec la boîte. Elle avait commencé bien avant. J'ai fermé les yeux, pas pour fuir, mais pour comprendre. J'ai revu ma fille petite, se cachant derrière mes jupes, son cartable trop lourd pour elle. J'ai revu l'adolescente insolente qui se sentait toujours moins aimée, toujours moins chanceuse que les autres. Et puis la jeune femme ambitieuse, qui avait quitté la maison trop tôt, avec ce besoin de prouver qu'elle n'avait besoin de personne. Et aujourd'hui, elle vivait ici, chez moi, sans travail, sans projet, sans horizon. J'ai glissé les relevés dans une pochette transparente.
pas pour les lui montrer, je savais que cela ne servirait à rien, mais pour construire l'histoire complète avant de lui faire face. La vérité ne doit jamais être lancée comme une pierre, elle doit être posée, expliquée, assumée. Vers 9 heures, j'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir. Elle est entrée dans la cuisine, les yeux encore gonflés de sommeil. Elle a regardé la table, puis moi, puis les papiers, comme si elle cherchait à deviner ce que j'avais découvert. Tu fais quoi a-t-elle demandé d'une voix neutre. Je fais mes comptes, ai-je simplement répondu. Elle n'a rien dit. Elle s'est servi son café, m'a tourné le dos un peu trop vite. J'ai remarqué qu'elle tremblait légèrement en remuant sa cuillère, un tremblement qu'elle cachait mal. Marion, ai-je dit calmement, tu as besoin d'argent. Elle n'a pas bougé. Tout le monde a besoin d'argent, maman. Ce n'est pas ma question. Elle s'est retournée, les yeux sombres, fatiguée. Je ne veux pas parler de ça. Très bien, ai-je répondu. On en reparlera plus tard. Sa surprise a été visible. Elle s'attendait à ce que j'insiste, que je la poursuis dans un couloir de reproches. Elle ne comprenait pas encore que j'avais changé de terrain. J'avais cessé de chercher une explication. Je cherchais désormais la vérité, et la vérité ne dépend plus de la volonté de l'autre. Quand elle est sortie, j'ai continué à fouiller mes affaires. Dans un tiroir oublié, j'ai trouvé mon ancien portefeuille, celui que je n'utilisais plus. Il manquait 40 €. C'était peu, presque ridicule, mais chose étrange. Je me souvenais parfaitement de les avoir laissés en réserve. Pour le taxi, comme je me le disais parfois. Un autre détail s'est imposé à moi. Les dernières semaines, Marion avait commencé à faire la lessive à des heures étranges, tard le soir. Je n'y avais pas prêté attention, mais en ouvrant le tambour, j'ai compris pourquoi. Mon vieux porte-monnaie en cuir était là, encore humide, comme si on avait voulu effacer quelque chose. Les billets, sans doute. Les traces d'un geste trop hâtif. Je les sortis, les tournai entre mes doigts. Un frisson m'a parcouru, pas de peur, mais de lucidité. J'ai reposé l'objet sur la table, puis j'ai pris un carnet. Et j'ai commencé à tout noter. Date, montant, lieu, objet manquant, vérification faite, rencontres prévues avec les acheteurs. Comme André me l'avait appris, la vérité ne se construit jamais sur des impressions, mais sur des faits. Vers midi, j'ai quitté la maison pour aller acheter des classeurs. Je marchais lentement, le soleil sur mes épaules, et une pensée s'est imposée à moi. On croit connaître nos enfants parce qu'on les a portés, nourris, protégés. Mais parfois, ce sont eux qui vous dépossèdent de tout ce que vous avez été. Et pourtant, malgré tout, je ne ressentais aucune haine, seulement une certitude tranquille. Ce qui avait commencé ne pouvait plus être arrêté. Ce jour-là, j'ai ressenti le besoin de prendre l'air, pas pour fuir Marion, non, pour laisser mes pensées se poser. Quand la vérité commence à se rassembler, elle prend beaucoup de place dans une maison, les murs deviennent étroits, les pas résonnent autrement, le silence change de texture. J'ai traversé le petit parc derrière l'église, le même où j'emmenais Marion quand elle avait 3 ans. Elle courait dans l'herbe avec des chaussures trop grandes, riait de tout ce qu'elle voyait, s'arrêtait parfois pour ramasser une fleur écrasée et me dire elle est pas morte, maman. Elle est juste fatiguée. Je me suis assise sur un banc. À mon âge, les souvenirs surgissent sans prévenir, comme des enfants capricieux qui réclament qu'on les regarde encore une fois. Je n'étais pas seule au parc. Au loin, j'ai aperçu Sylvie, ma voisine, 75 ans, cheveux blancs impeccablement attachés, allure vive malgré les rhumatismes qu'elle prétend ne pas avoir. Une femme qui ne s'effondre pas, même quand le monde lui tourne le dos. Elle m'a vue et s'est approchée. Élise, tu es sortie tôt ce matin. Tout va bien? J'ai souri faiblement. Avec Sylvie, inutile de feindre. Elle avait cette façon de regarder les gens comme s'ils se tenaient sous une lumière qui révélait chaque fissure. J'avais besoin de réfléchir, ai-je dit. Elle s'est assise près de moi. Est-ce que ça concerne Marion? Ce nom prononcé par une autre a fait vibrer quelque chose en moi. Pas de honte, pas de colère, une forme de lassitude lucide. Oui, ai-je répondu. Ça concerne Marion. Sylvie n'a pas posé de questions immédiatement. C'est ce qui m'a permis de parler. Elle savait attendre. Une qualité rare. Alors j'ai raconté. Pas tout, pas encore, mais assez pour qu'elle comprenne. La boîte disparue, le ticket du mont-de-piété, les petits retraits sur mon compte, les détails qui s'additionnent jusqu'à devenir une vérité solide. Sylvie a gardé le silence un long moment, puis elle a posé sa main sur la mienne. Tu sais, Élise, ce n'est pas de ta faute. J'ai relevé les yeux. Je ne cherche pas un coupable, je veux comprendre. Elle a eu un sourire triste.
On veut tout comprendre, jusqu'au jour où on réalise qu'il n'y a parfois rien à comprendre, seulement des choix que nos enfants font loin de ce qu'on leur a appris. Je n'ai pas répondu. La brise passait entre les arbres, faisant tomber quelques feuilles tardives. Le monde avançait, que je le veuille ou non. Sylvie a repris. Tu n'es pas la seule, tu sais. Mon fils, avant de partir en Belgique, m'avait pris ma carte bancaire. Pour un plein d'essence, qu'il disait. Je m'en suis aperçue 3 semaines plus tard. Je n'ai rien dit et j'ai eu tort. Je l'ai regardé. Pourquoi tort? Parce que quand on ne dit rien, ils croient que tout est permis. Et ils testent encore, jusqu'au jour où on ne les reconnaît plus. Ces mots ont traversé mon silence comme une aiguille traverse un tissu fragile. Elle avait raison, je le savais déjà. Mais entendre une autre mère le dire me l'a ancré dans la peau. Tu vas faire quoi? M'a-t-elle demandé. J'ai observé mes mains. Elles tremblaient légèrement, pas de peur, mais de tension contenue. Je vais remettre de l'ordre, calmement, sans violence, sans humiliation. Je ne veux pas détruire ma fille. Je veux simplement qu'elle cesse de me détruire, elle. Sylvie a hoché la tête, approbation silencieuse. Et pour les objets? A-t-elle ajouté. J'ai sorti de mon sac la carte du club d'enchères et les 2 adresses données par le collectionneur. Je dois parler à 2 personnes, à Toulouse d'abord, puis à Nice si nécessaire. Et avant cela, j'ai rendez-vous chez un avocat. Les papiers d'André doivent être réexaminés. Ce n'est plus le moment de remettre à plus tard. Elle a souri doucement. Tu es plus forte que tu ne le crois, Élise. La force ne sert à rien si elle n'est pas utilisée au bon moment. Nous sommes restées assises encore un moment, sans parler. Elle regardait les enfants jouer plus loin. Moi, je regardais les ombres des branches qui glissaient sur le sol, comme si le passé lui-même avançait avec le vent. En me levant, elle m'a retenue par le poignet. Fais attention à toi, les histoires de famille, ça peut devenir désordonné très vite. J'ai hoché la tête. Je sais, sur le chemin du retour, j'ai senti la fatigue dans mes jambes. Une fatigue noble, celle de quelqu'un qui se tient enfin droite après avoir trop longtemps courbé l'échine pour préserver la paix. Quand je suis rentrée, la maison était toujours silencieuse. Marion n'était pas là. Sur la table, pourtant, j'ai remarqué un détail, une enveloppe ouverte. Pas adressée à moi, une dette, un retard de paiement, un courrier menaçant de coupure. J'ai posé l'enveloppe sans un mot. La vérité continuait de se construire. Et désormais, elle ne dépendait plus d'elle. Elle dépendait de moi. J'ai passé la soirée à relire les dossiers d'André, comme une vieille élève studieuse qui répète une leçon oubliée. Malgré la fatigue qui alourdissait mes yeux, je voulais comprendre chaque détail avant mon rendez-vous du lendemain. On ne se présente pas chez un avocat avec de la confusion dans la tête. Il faut arriver claire, droite, préparée. Le matin venu, j'ai rangé tous les papiers dans un sac en toile. Marion, elle, était dans la cuisine, assise devant un bol de céréales qu'elle ne mangeait pas. Elle fixait le mur comme si elle cherchait quelque chose qui n'existait plus. Tu sors? M'a-t-elle demandé sans me regarder. Oui, tu vas où? J'ai senti une pointe de peur dans sa voix, subtile mais présente. La peur de ce qu'elle pensait que j'avais découvert, pas la peur de m'avoir blessée. Non, ça, elle n'en était pas encore à ce stade, mais la peur que quelque chose lui échappe. J'ai des choses à régler, ai-je répondu calmement. Elle n'a pas insisté. Peut-être parce qu'elle savait qu'insister serait reconnaître ce qu'elle avait fait, peut-être parce qu'elle ne voulait pas entendre la réponse. Je suis partie sans ajouter un mot. Le cabinet d'avocat était situé dans un quartier calme, un immeuble ancien avec des volets en bois. Les lieux avaient ce parfum de papier et de poussière propre qui rassure. Là où d'autres voient tomber des dossiers, moi je vois des morceaux de vie cherchant encore justice. L'assistante m'a accueillie avec un sourire discret et m'a conduite dans un bureau où un homme d'une 60aine d'années, lunettes fines, costume gris sobre, s'est levé pour me saluer. « Madame Élise, soyez la bienvenue. Installez-vous. » Sa voix était douce mais ferme, le genre de voix qui a l'habitude d'écouter avant de juger. « J'ai besoin d'aide, maître, ai-je dit sans détour, et peut-être de protection. » Il a incliné la tête. « Commençons par le début. Quels documents apportez-vous » J'ai sorti les papiers d'André, la lettre, les certificats, les photos, les objets listés. Il a posé ses lunettes plus bas sur son nez et a lu attentivement, un à un, sans m'interrompre. Le silence était concentré, sérieux, presque respectueux. « C'est un dossier rare, a-t-il finalement murmuré. Votre frère a fait un travail remarquable. Et ce pendentif, cette broche, oui, ils sont essentiels. Leur disparition complique les choses, mais ne les rend pas impossibles.
J'ai senti mes épaules se détendre légèrement. Ma fille les a vendus, ai-je dit. Pas par malveillance, par aveuglement. Il m'a regardé un long moment. Beaucoup d'histoires commencent ainsi. L'aveuglement est parfois plus dangereux que la méchanceté. J'ai hoché la tête. Je voudrais savoir comment protéger mes biens. Et comment empêcher que quelqu'un puisse disposer de mes affaires sans mon accord. Il a croisé ses doigts, posé sur son bureau. Vous vivez seul, n'est-ce pas? Oui. Votre fille a un accès quelconque à vos comptes, vos papiers, vos documents bancaires? J'ai hésité, honte presque enfantine. Elle connaît certains codes de ma carte. Je pensais que ça l'aiderait pour les courses. Je ne me suis jamais méfiée. Pas d'elle. Et pourtant, elle s'en est servie. J'ai baissé les yeux. Oui. Il a hoché lentement la tête, sans jugement. Nous allons mettre en place 2 mesures, Madame Élise. Premièrement, une déclaration de protection patrimoniale. Cela empêchera toute personne, y compris votre fille, de signer, retirer ou engager quoi que ce soit en votre nom sans votre autorisation écrite devant notaire. Deuxièmement, une vérification complète de vos comptes et de vos autorisations. Nous ferons opposition sur tout accès non justifié. Il a pris un dossier vierge, a commencé à noter. Et pour le dossier de réhabilitation, maître? Ai-je demandé. Il a souri doucement. Je peux travailler avec ce que vous avez. Mais si vous récupérez ces 2 objets, cela renforcera énormément votre demande. Vous avez déjà fait la moitié du chemin, ma moitié du chemin, celle qu'André n'avait jamais pu terminer. Je vais m'en charger, ai-je dit. Je n'en doute pas, Madame Élise. Il m'a tendu un document à signer. Mes mains ne tremblaient presque pas. Pourtant, je sentais que quelque chose se scellait dans ce geste, quelque chose de profond, de grave, mais de nécessaire. Quand j'ai quitté le cabinet, l'air m'a semblé plus froid, plus vif. Je me suis arrêtée un moment sur le trottoir. J'avais fait ce que je devais faire, et pourtant, une pensée s'est glissée en moi, comme une ombre sous une porte. Marion sentirait le changement. Elle comprendrait que quelque chose lui échappait, et elle ne laisserait pas cela arriver sans réagir. Je suis rentrée sans précipitation. La maison était silencieuse, mais pas vide. J'ai déposé les documents dans mon armoire. Puis j'ai remarqué, posé sur la table du salon, un objet qui n'y était pas le matin même. Mon trousseau de clés, déplacé. Et une de mes clés, celle de l'atelier derrière la maison, brillait comme si on l'avait utilisée. Je l'ai regardée longtemps, sans un mot. Il était clair que Marion avait commencé quelque chose. Et moi aussi. Quand j'ai vu la clé de l'atelier, mon cœur n'a pas bondi. Il s'est simplement resserré, comme si une vieille couture venait de céder. Cet atelier derrière la maison, je n'y allais presque plus. C'était l'endroit où André et moi rangions les choses importantes, outils, boîtes, vieilles malles, souvenirs en attente de leur utilité. Marion n'y avait jamais montré le moindre intérêt. Jusqu'à maintenant. J'ai respiré un instant, puis je suis sortie par la porte arrière. Le gravier a craqué sous mes pas, ce petit bruit sec qui ressemble à une phrase qu'on répète trop souvent. L'atelier était fermé, mais la serrure portait une trace fine, presque invisible. Une poussière déplacée, un frottement récent. J'ai ouvert. À l'intérieur, tout semblait en place. Trop en place, comme si quelqu'un avait tenté de remettre les objets exactement où ils étaient, mais avait oublié que je les connaissais un à un. Les petits désordres que seule la mémoire d'une vieille femme remarque. Une boîte tournée dans le mauvais sens, une pile de journaux déplacés de quelques centimètres, un tiroir pas tout à fait refermé. Oui, Marion avait fouillé. Cherchait-elle de l'argent? Un autre bijou? Un signe de ce que je savais? Je n'en avais aucune idée, mais je savais une chose. Quand une personne commence à fouiller dans la vie de quelqu'un sans demander, elle ne s'arrête jamais au premier tiroir. J'ai pris le classeur contenant la liste des objets que nous avions reçus du collectionneur la veille. 2 acheteurs, l'un à Toulouse, l'autre à Nice. Je n'avais pas encore appelé. Je voulais être prête avant de me lancer dans des conversations où chaque mot compte. Je me suis assise sur la vieille chaise en bois de l'atelier, la même que celle où André lisait ses journaux le dimanche matin. J'ai fermé les yeux, essayé de retrouver sa voix. Ne te précipite jamais, Élise. Un pas bien posé vaut mieux qu'une course qui trébuche. Alors j'ai décidé de commencer par le premier acheteur, celui de Toulouse. Une fois rentrée dans la maison, j'ai cherché mon vieux carnet d'adresses, celui qui a traversé 3 déménagements et la mort de 2 personnes que j'aimais. J'y ai noté les 2 numéros fournis. Puis, d'une main lente mais sûre, j'ai composé le premier.
Une voix masculine, posée, légèrement essoufflée, a répondu: Oui, j'écoute. Bonjour, monsieur. Je suis Élise, Élise Martin. J'aurais aimé vous parler d'un achat récent fait à votre nom. Un silence, court mes danses. Ah, de quoi s'agit-il? Des bijoux anciens achetés hier à Montpellier. Ils appartenaient à mon frère. Il n'a pas raccroché. Il n'a pas protesté. Il a seulement laissé sa respiration changer légèrement. Je comprends. Oui, je les ai achetés. Pour ma collection. Ce sont de très belles pièces, vous savez? Oui, je le sais. Puis, doucement, est-ce que vous seriez disposé à en discuter? Je ne veux rien exiger. Je voudrais simplement comprendre où ils sont et, peut-être, si possible, voir ce qui peut être fait. Il a pris son temps. J'ai attendu. Je ne bouscule jamais les gens, je les laisse arriver à leurs propres conclusions. Je peux vous envoyer une photo, m'a-t-il finalement proposé, la pièce principale du moins. Quant au reste, j'en ai déjà cédé une partie à un collègue. Je ne peux rien promettre. Une photo, c'était mieux que rien. C'était un début. Merci, ai-je dit. Je vous en suis reconnaissante. Il m'a demandé mon numéro. Je l'ai donné. Une minute après avoir raccroché, mon téléphone a vibré. Sur l'écran, un pendentif en argent. Je l'ai reconnu immédiatement. Le pendentif que mon père portait pendant le service, celui qu'il avait reçu d'un camarade blessé. Une petite pièce, simple, pas précieuse au sens financier, mais essentielle pour l'histoire. Je suis restée devant l'image plusieurs secondes. Une émotion lourde, mais contenue, m'a traversée. Pas les larmes. Les larmes, je les ai laissées dans d'autres chapitres de ma vie. Plus tard dans l'après-midi, Marion est rentrée, les épaules crispées, la bouche serrée. Elle a posé son sac sans un mot, mais j'ai vu immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle a fouillé dans ses poches. S'est dirigée vers le tiroir où je posais autrefois ma carte bancaire. Tiroir vide désormais. Maman, tu as changé quelque chose ici? J'ai continué à écrire dans mon carnet. Oui, j'ai fait du rangement. Elle a claqué le tiroir un peu trop fort. Tu aurais pu me prévenir. Je viens de te l'apprendre. Elle avait peur, pas de moi, de ce qui lui échappait soudain, de ce qu'elle ne contrôlait plus. Elle est elle est montée à l'étage sans un mot de plus. Les marches ont craqué, comme si elle protestait sous son pas nerveux. En soirée, j'ai reçu un second message. Le nom du collègue à Nice, celui à qui une des pièces avait été revendue. Une simple ligne. Il sera correct avec vous. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Je me suis assise au bord du lit, le téléphone dans la main. Les choses se mettaient en place lentement, méthodiquement. Je n'avais pas encore récupéré un seul objet. Je n'avais pas encore parlé franchement à Marion. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je marchais dans une direction claire. Et cette clarté, à mon âge, vaut plus que n'importe quel bijou. Je n'ai pas dormi profondément cette nuit-là. Pas par anxiété, mais parce que la mémoire travaille différemment quand on vieillit. Elle remue tout doucement, comme une vieille mère qui n'a plus la force de faire des vagues, mais garde suffisamment de vie pour ne jamais être immobile. Je me suis levée avant l'aube, avec une idée claire, appeler l'acheteur de Nice dès l'ouverture. J'ai préparé mon thé, observé la cuisine, comme si elle ne m'appartenait plus tout à fait. Il y a un moment, dans chaque histoire, où les lieux deviennent des témoins plus que des refuges. Ce matin-là, c'était le cas. À 8 heures précises, j'ai composé le numéro. Une voix jeune a répondu, posée, mais méfiante. Oui, bonjour, c'est pour. Je suis Élise Martin. On m'a donné votre contact concernant un achat récent, une broche ancienne. Il y a eu un silence, très court, puis un ton plus professionnel. Ah, oui, je vois de quoi il s'agit. Une très belle pièce? Vous êtes de la famille de l'ancien propriétaire? Oui, et j'aimerais savoir si vous seriez disposé à me la revendre, même partiellement, même à un prix supérieur. Je n'aime pas mendier. Mais il y a des moments dans la vie où l'on choisit entre la fierté et la vérité. J'ai choisi la vérité. La voix a soupiré très légèrement, comme quelqu'un qui pèse le réel plutôt que l'émotion. Madame, je vais être honnête. Je collectionne, oui, mais je ne suis pas un marchand. Je ne revends pas systématiquement, mais il y a une règle que j'ai toujours respectée. Si une pièce a une valeur familiale, je n'empêche jamais son retour. Je suis restée un moment sans parler, simplement parce que mes mots auraient tremblé. Il a continué. Je ne vous promets rien, mais je peux au moins vous la montrer. Nous pourrons discuter. Je suis à Nice jusqu'à jeudi. Nice, ce n'était pas la porte à côté. Mais j'ai appris depuis longtemps qu'on se déplace pour les choses qui comptent autant que pour les êtres humains. Merci, ai-je murmuré. Nous avons fixé un rendez-vous?
Puis je suis restée assise un long moment, les mains sur la tasse chaude. Marion est entrée dans la cuisine. Elle avait l'air fatiguée, les cheveux en désordre, un visage où s'accumulaient les nuits agitées. Elle n'a pas dit bonjour, pas ce matin-là. On doit parler, maman. Je n'ai pas levé les yeux immédiatement. J'ai pris mon temps pour poser la tasse, respirer, me situer dans l'instant. Je t'écoute, ai-je dit doucement. Elle s'est assise en face de moi, droite comme une enfant qui s'attend à une punition. J'ai regardé ton armoire hier, tes dossiers. Tu as déplacé des choses. Pourquoi? Parce que ce sont mes affaires, Marion, et que j'en ai besoin en ce moment. Elle a serré les lèvres. Tu ne me fais plus confiance? Sa question n'était pas sincère. C'était une plainte, presque un reproche. Elle voulait que je dise bien sûr que si, mais je ne mens pas pour calmer les angoisses qu'on a créées soi-même. Marion, regarde-moi. Elle a relevé les yeux, un peu comme quand elle était petite et qu'elle attendait une explication qui lui ferait du bien. Je ne te fais pas moins confiance qu'avant, ai-je dit. Je te fais simplement confiance autrement. Elle n'a pas compris. Pas encore. Mais mes mots, eux, étaient justes. Tu crois que je suis une voleuse? M'a-t-elle demandé, la voix presque brisée. J'ai senti une douleur sourde dans ma poitrine. Pas à cause de sa question. À cause de ce qu'elle révélait, elle se voyait déjà dans la faute, dans l'impossible retour. Je crois que tu es perdue, ai-je dit calmement, et que tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas pour remplir un vide que je ne peux plus remplir à ta place. Elle s'est levée brusquement. Tu crois tout savoir, hein? Comme toujours. Ses mots étaient durs, mais sa voix tremblait. Elle n'était pas en colère contre moi. Elle était en colère contre elle-même. Elle est sortie de la pièce, laissant derrière elle un parfum de frustration et de jeunesse qui refuse de voir sa propre déchéance. Après son départ, j'ai rassemblé mes affaires. Puis je suis allée jusqu'à la petite gare routière de la ville. Les horaires pour Nice étaient affichés. Un départ le lendemain à 8h15. Je n'ai pas hésité, j'ai acheté mon billet. Sur le chemin du retour, j'ai fait un détour par le club d'enchères pour remercier le collectionneur de Toulouse de m'avoir aidé. Il n'était pas là, mais l'assistant a accepté de lui transmettre un message. En sortant du bâtiment, j'ai senti la fatigue dans mes jambes, cette fatigue noble et vieille qui vous rappelle que chaque pas compte davantage qu'autrefois. J'ai rangé soigneusement dans mon sac le billet pour Nice et la photo du pendentif envoyé la veille. Puis dans le silence de la rue, une pensée m'a accompagnée jusqu'à la maison. Je ne peux plus sauver Marion, mais je peux sauver ce qu'il reste de mon frère, et peut-être, en chemin, récupérer un morceau de moi-même. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison avant que Marion ne se réveille. Le bus pour Nice partait à 8h15 et je voulais éviter toute conversation qui pourrait me détourner de ce que j'avais à faire. Une mère peut se laisser attendrir par un regard, même quand le cœur sait déjà ce qu'il doit faire. Je ne voulais pas me battre contre mes propres faiblesses. À la gare routière, j'ai trouvé une place près de la fenêtre. Le monde extérieur glissait lentement pendant que je laissais mes pensées se ranger, comme les livres qu'on remet sur une étagère après des années de négligence. Le trajet fut long, mais apaisant. À mon âge, le temps n'est plus une contrainte. Il devient un compagnon silencieux. Quand je suis arrivée à Nice, l'air marin m'a frappée. Un parfum d'iode et de vie, un parfum qui donne l'impression que tout peut encore être réparé si on en a le courage. Le rendez-vous avec l'acheteur était fixé dans un petit café près du port. Un endroit simple, sans prétention, où les tables en métal vibraient légèrement quand un camion passait dans la rue. Il était déjà là quand je suis arrivée. Un homme d'une quarantaine d'années, lunettes rondes, veste en lin, l'air à la fois attentif et prudent. Madame Martin? Oui, merci d'être venue. Il m'a fait signe de m'asseoir. Son regard n'était ni dur ni condescendant. Il contenait quelque chose de rare, une vraie écoute. J'ai apporté l'objet, m'a-t-il dit en glissant un petit écrin noir entre nous. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je voulais entendre ce qu'il avait à dire. Vous savez, continua-t-il, on m'a décrit la situation, et je respecte les histoires qui traversent les générations. C'est pour ça que j'ai accepté de vous rencontrer. J'ai hoché la tête. Puis j'ai ouvert l'écrin. La broche était là, exactement comme dans mes souvenirs. Petite, fine, en argent travaillé, avec au centre une pierre bleu pâle que le temps avait rendue presque laiteuse. Je l'avais vue sur les photos jaunies qu'André conservait, toujours avec une tendresse qu'il n'avait jamais admise à voix haute. Je l'ai prise entre mes doigts, elle était plus légère que dans ma mémoire. C'est elle, ai-je murmuré. L'homme a souri.
sans chaleur excessive, juste avec cette compréhension tranquille des gens qui savent qu'ils sont en train de rendre un service qui compte. Je ne vous la donnerai pas, madame, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais je peux vous la céder pour son prix d'acquisition. Ni plus, ni moins. Le prix qu'il a annoncé était raisonnable, presque modeste pour une pièce de cette valeur historique. J'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée avant de partir, mes économies soigneusement mises de côté. Cet argent était destiné à autre chose autrefois. Aujourd'hui, il retrouvait sa place. Il a pris l'enveloppe, l'a rangée sans la compter. Un geste élégant. Je vous souhaite d'en faire bon usage, dit-il. Je vais essayer, ai-je répondu. Nous avons échangé encore quelques mots, puis il est parti, me laissant seule avec la broche posée dans ma paume. Je suis restée ainsi plusieurs minutes, incapable de la ranger. C'était comme tenir un morceau de ma famille, un fragment d'un passé qui avait failli disparaître. Le retour fut long, la lumière déclinait quand je suis arrivée à Montpellier. En rentrant chez moi, j'ai trouvé la maison plongée dans une pénombre étrange. Pas celle de la tranquillité, une pénombre lourde, épaisse. Marion était dans le salon, assise par terre, le dos contre le canapé. Elle ne pleurait pas, mais on aurait dit qu'elle venait de le faire. Maman, on m'a appelée cet après-midi. Je me suis arrêtée sur le pas de la porte. Qui t'a appelée? Elle a fermé les yeux. La banque, je ne me suis pas avancée, je n'ai pas respiré plus fort, j'ai laissé le moment arriver. Ils m'ont dit que mes accès à ton compte étaient bloqués, continua-t-elle, que tu avais mis une protection, une vraie, cette fois, pas comme avant. Elle a relevé les yeux vers moi, ils étaient rouges, fatigués, presque vides. Pourquoi tu fais ça? Je me suis assise en face d'elle, lentement, avec la patience de quelqu'un qui sait que ses mots doivent être pesés à la seconde près. Parce que tu te fais du mal, Marion, et que tu m'en fais aussi. Elle a secoué la tête. Tu crois que je suis mauvaise? Non, je crois que tu es en train de tomber, et que si je te laisse faire, tu vas m'entraîner avec toi. Elle a posé ses mains sur son visage. Je ne sais plus quoi faire, maman. Cette phrase-là m'a transpercée. Je ne l'avais plus entendue depuis qu'elle avait 13 ans. Je me suis penchée légèrement. Alors on va remettre les choses en ordre. Mais ça commence par quelque chose de simple. Tu ne touches plus à ce qui n'est pas à toi, ni à mes objets, ni à mes comptes, ni à mes clés. Elle n'a pas répondu. Elle a seulement hoché la tête, un geste petit, fragile, presque enfantin. Quand elle est montée se coucher, j'ai sorti la broche de l'écrin. Je l'ai posée sur la table du salon, juste devant moi. Je n'avais récupéré qu'un morceau de l'histoire, mais c'était un morceau essentiel. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je reprenais doucement le fil de ma vie, celui que j'avais laissé glisser entre mes doigts, sans le voir. Le lendemain matin, la lumière entrait dans la cuisine comme une présence discrète, presque polie. J'ai posé la broche sur la table, à côté de mon carnet et de la photo du pendentif, deux fragments d'un passé que j'avais longtemps cru trop lourd pour être ramené à la surface. Et pourtant, ils étaient là, devant moi, plus solides que mes doutes. Je devais prévenir l'avocat et reprendre tout le dossier avec lui. J'ai rassemblé les documents et appelé le cabinet. L'assistante m'a proposé un rendez-vous en début d'après-midi. Cela me laissait quelques heures pour souffler, mais je sentais une tension sourde dans mes mains, comme si mon corps savait avant moi que cette journée serait importante. Quand Marion est descendue, elle avait le visage encore marqué par les larmes de la veille. Elle s'est arrêtée en voyant la broche. Tu l'as retrouvée? Demanda-t-elle d'une voix basse. Oui, ai-je répondu sans détour. Elle s'est avancée, fascinée, comme si l'objet appartenait à une époque qu'elle n'avait jamais connue. Ce qui était vrai. Elle a tendu la main, hésitante, pour la toucher. Ne la prends pas, Marion, ai-je dit doucement. Pas maintenant. Elle a retiré sa main aussitôt. Je n'avais pas élevé la voix, je n'avais même pas changé de ton, mais mes mots avaient pesé plus lourd que d'habitude. Elle a compris, ou peut-être a-t-elle simplement senti que cette histoire ne la concernait pas encore, pas au-delà des conséquences. Je suis désolée, maman, murmura-t-elle. Ce n'était pas une excuse complète, pas une prise de conscience, juste le reflet de sa détresse. Je n'ai pas répondu. Les excuses trop rapides sont comme les portes mal fermées. Elles claquent toujours au premier courant d'air. L'avocat m'a reçu avec un sourire sérieux. Vous avez des nouvelles? Me demanda-t-il. J'ai sorti l'écrin, l'ai ouvert, posé la broche sur son bureau. Il s'est penché, l'a observé attentivement. Magnifique, murmura-t-il. Et surtout, exactement ce qu'il nous fallait. Avec le pendentif et cette broche, nous avons de quoi consolider la demande.
Il a pris le dossier d'André et a commencé à classer les documents méthodiquement. Je l'ai regardé faire. Il y avait quelque chose de rassurant à voir un professionnel manipuler ce qui m'avait longtemps semblé une montagne impossible. Je dois vous dire quelque chose, maître, ai-je soufflé. Je n'ai pas encore récupéré le pendentif, j'ai seulement une photo. Il m'attend à Toulouse, chez un collectionneur. Alors nous travaillerons avec la photo dans un premier temps, répondit-il. Et quand vous l'aurez récupéré, nous le rajouterons. Rien ne presse dans le mauvais sens, Madame Élise. Vous êtes largement dans les délais. Ce que votre frère a constitué était très solide. Il feuilleta encore les documents. Puis, il s'arrêta. Il y a une autre chose, un détail qui pourrait jouer en votre faveur. Lequel? Il me montra une lettre qu'André avait écrite, que j'avais relue des dizaines de fois sans y prêter assez d'attention. Un passage court, mais essentiel. Les deux objets que je te confie, Élise, sont les derniers témoins de ce qui s'est passé ce jour-là. S'ils venaient à disparaître, toute la chaîne de preuves serait rompue. Garde-les précieusement, ce sont nos seuls recours. L'avocat releva la tête. Votre frère anticipait déjà la nécessité d'un dossier complet. Cette lettre, en soi, est très forte. Elle montre l'intention, la cohérence et la transmission directe d'éléments historiques. Et le fait que vous ayez dû récupérer ces objets, suite à une vente non autorisée, peut être interprété comme une circonstance aggravante pour la personne qui les a vendus. Je suis restée immobile. Je ne veux pas que Marion soit poursuivie, ai-je murmuré. Il a posé sa main sur le dossier, mesurant ses mots. Et vous ne la poursuivrez pas, c'est votre choix. Mais il n'est pas inutile que votre fille comprenne les conséquences possibles. Pas pour la punir, pour la responsabiliser. J'ai fermé les yeux un instant. Oui, c'était cela que je voulais. Qu'elle voie les conséquences, pas qu'elle en souffre inutilement. Je veux protéger tout le reste, maître. Absolument tout. Ouin, alors nous allons finaliser la protection patrimoniale aujourd'hui même. Ce sera effectif dès signature. Plus personne ne pourra agir en votre nom sans votre accord. Et vous devriez envisager de déplacer certains objets ou au moins de verrouiller les accès. J'ai hoché la tête. J'y ai déjà pensé. Nous avons passé encore 1 heure à mettre en ordre ce qui devait l'être, puis je suis sortie. Il faisait un soleil franc, presque insolent, le genre de lumière qui révèle la poussière sur les vitres et les fissures dans les murs. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Marion dans le salon. Elle ne faisait rien. Pas de téléphone, pas de télévision. Elle était assise sur le canapé, les mains posées sur ses genoux comme une enfant attendant un verdict. « Tu étais chez l'avocat » demanda-t-elle. Oui, elle a avalé sa salive. J'ai senti la peur dans son regard. Est-ce que j'ai des ennuis? J'ai déposé mon sac près de la porte. Je me suis assise en face d'elle. Pas encore, ai-je dit calmement. Elle a pâli et au lieu de protester, elle a baissé les yeux, comme si elle savait déjà que la ligne qu'elle avait franchie n'était pas effacée par un simple mot. Je n'ai rien ajouté. Je n'avais pas besoin, parce que parfois le silence d'une mère pèse plus lourd que toutes les réprimandes. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi, pas par inquiétude, mais parce que certaines conversations se préparent dans le silence bien avant d'avoir lieu. Je savais que Marion allait finir par poser la question que j'évitais depuis des jours. Et je savais que je ne pourrais pas lui répondre comme autrefois, avec ces phrases maternelles qui protègent plus qu'elles n'éclairent. Au petit matin, j'ai trouvé la maison encore plongée dans une demi-obscurité. J'ai préparé un café, lentement, comme si ce geste pouvait me donner le courage nécessaire. Quand Marion est descendue, elle avait les yeux rougis, les épaules affaissées. Elle ne ressemblait plus à la femme qu'elle avait voulu être. Elle ressemblait à une enfant qui a trop tardé à demander de l'aide. « Maman, on peut parler ?» J'ai hoché la tête. Je me suis assise à la table, elle en face. Un face-à-face qui n'avait rien de violent, seulement une vieille vérité qui attendait. Elle a pris une profonde inspiration. Je sais que j'ai fait n'importe quoi. Je sais que j'ai dépassé les limites. J'étais perdue. Sa voix tremblait, pas de honte, pas exactement. C'était autre chose, l'aveu d'une fatigue trop longtemps retenue. « Ah, pourquoi tu ne m'as rien dit, Marion ?» ai-je demandé doucement. « Pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide ?» Elle a haussé les épaules, un geste presque adolescent. « Parce que tu as toujours été forte, maman. Toujours. Et moi, je n'ai jamais su être comme toi. Je n'ai jamais su tenir longtemps. J'ai l'impression que tout glisse entre mes doigts. Le travail, l'argent, les relations. Tout. Je l'écoutais. Je ne voulais pas combler ces silences.
Les silences sont souvent les seules phrases honnêtes. Et puis, dit-elle plus bas, le regard fuyant, j'avais honte, honte de revenir ici, honte de t'avouer que je n'y arrivais plus. Alors j'ai repoussé ce moment, et en repoussant, je t'ai fait du mal. Je suis restée immobile, mais quelque chose en moi a remué, une douleur ancienne, une douleur qui venait de loin, bien avant Marion. Tu crois que je n'ai jamais eu honte, moi ai-je murmuré. Elle a relevé les yeux, surprise. Quand ton père est parti, j'ai eu honte. Quand j'ai dû emprunter de l'argent à ma sœur pour payer tes vêtements d'hiver, j'ai eu honte. Quand André est mort et que je n'ai pas réussi à finir son travail, j'ai eu honte. Quand j'ai vieilli et que j'ai senti mes mains trembler alors que je voulais encore te protéger, oui, j'ai eu honte, Marion. Je n'avais pas élevé la voix. Je disais la vérité nue, celle que je n'avais jamais osé formuler. Elle a porté sa main à sa bouche, comme si elle découvrait une chose trop grande pour elle. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce qu'on ne dit pas tout aux enfants, même quand ils sont adultes. On croit les protéger. Et parfois, en les protégeant trop longtemps, on les rend plus fragiles qu'on ne voulait. Elle a baissé la tête. Ses larmes sont tombées sur ses doigts. J'ai eu peur de devenir comme toi. Et je crois que je suis devenue pire. Ces mots-là ont glissé dans la pièce comme une lame. Pas contre moi, contre elle-même. J'ai posé ma main sur la table, paume ouverte, pas pour la prendre, pour qu'elle sache que ma main était là. Marion, ce que tu as fait est grave. Mais ce que tu es, ce n'est pas grave. Ce que tu es, c'est une femme qui n'a pas su demander de l'aide à temps. Elle s'est mise à pleurer doucement, sans bruit. Ses épaules se soulevaient comme un souffle brisé. Est-ce que tu me pardonnes, maman? J'ai fermé les yeux un instant, pas pour réfléchir, pour sentir. Je ne te pardonne pas encore, ai-je répondu calmement. Je ne peux pas, pas tout de suite. Elle s'est figée. Mais je ne t'abandonne pas. Ça, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Elle a éclaté en sanglots plus forts, cette fois, les mains sur le visage. Je l'ai laissé pleurer. À son âge, on pleure rarement pour les autres. On pleure pour soi, pour tout ce qu'on a retenu trop longtemps. Quand elle s'est calmée, j'ai ajouté: il y a une chose que je veux que tu comprennes. Tu ne peux plus toucher à mes affaires, ni à mes comptes, ni à mes documents, ni à mes clés. Elle a hoché la tête, épuisée. Je le sais, et tu vas devoir affronter certaines conséquences. Je ne les effacerai pas pour toi, mais je t'aiderai à marcher à côté. Pas devant, pas à ta place, à côté. Elle a murmuré: d'accord. Maman, le soleil avait monté un peu dans le ciel. La lumière éclairait son visage abîmé, mais quelque chose en elle semblait s'être doucement redressé, très légèrement, presque imperceptiblement, mais assez pour que je le voie. Parce que, même à 78 ans, on reconnaît toujours le moment où un enfant commence enfin à regarder sa mère comme un être humain. Les jours suivants ont été étrangement silencieux. Pas le silence tendu des conflits, non. Un silence fragile, comme celui qui suit une tempête et laisse derrière elle des branches cassées, des flaques, mais aussi une forme d'air neuf. Marion restait souvent dans sa chambre, descendait pour les repas, parlait peu. Pas par hostilité, par prudence. Elle marchait autour de moi comme on marche autour d'une blessure encore sensible. De mon côté, je continuais le travail commencé avec l'avocat. Chaque journée apportait une pièce supplémentaire au dossier d'André. Un formulaire à compléter, une date à vérifier, un témoignage à reformuler. J'avançais lentement, mais avec la même détermination que lui autrefois. C'était ma façon de lui dire que je lui restais fidèle, même après tant d'années. Un matin, alors que je buvais mon café, j'ai reçu un appel de l'assistant du club d'enchères de Montpellier. Sa voix était vive, presque pressée. Madame Martin, j'ai une information pour vous. 2 objets provenant du même lot que celui vendu récemment ont été signalés chez un commissaire-priseur à Marseille. Ils doivent en vérifier la provenance avant de les mettre en exposition. Si vous pouvez vous déplacer, ils accepteront de vous recevoir. Marseille, je n'avais pas prévu d'y aller, mais il y avait dans ces mots quelque chose qui ressemblait à une dernière ouverture. Je peux venir demain, ai-je répondu. C'est parfait. Ils vous attendront à 15 heures. J'ai raccroché, puis je suis restée un long moment immobile, la tasse chaude entre mes mains. Les objets retrouvaient leur chemin vers moi, un par un, comme s'ils savaient qu'ils avaient été arrachés à la mauvaise histoire. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Marion, elle a seulement dit: tu veux que je t'accompagne? Sa voix était hésitante.
Non pas insistante, mais humble, une question qu'elle n'aurait pas posée quelques semaines plus tôt. Non, ai-je répondu, c'est quelque chose que je dois faire seule. Elle a hoché la tête, sans se vexer. C'était la première fois qu'elle acceptait une limite sans se sentir rejetée. Le lendemain, je suis montée dans le train pour Marseille. Le trajet longeait la mer et j'ai regardé longtemps les reflets du soleil sur l'eau. Je pensais à mon père, à sa dignité silencieuse, à tout ce qu'il avait perdu parce qu'un dossier n'avait pas été défendu à temps. Je me suis dit qu'il aurait aimé me voir ainsi, debout pour lui, même tard, même à presque 80 ans. Au commissaire-priseur, on m'a accueillie avec une politesse distante mais respectueuse. On m'a conduite dans une petite salle où deux objets étaient posés sur une table recouverte d'un velours sombre. Je ne m'attendais pas à les reconnaître immédiatement. Et pourtant, le premier était une montre de poche, en acier, avec une micro-rayure sur le haut, celle qu'André avait faite en la laissant tomber un soir où il riait trop fort. Le second était un petit insigne, presque banal pour quelqu'un d'extérieur, mais dont la gravure intérieure correspondait exactement à celle figurant sur l'un des documents. Je me suis approchée, j'ai posé mes doigts sur la montre. Elle était froide, mais j'ai senti quelque chose se réchauffer en moi. Vous pouvez les récupérer temporairement, madame, m'a dit le commissaire-priseur. Nous devons encore finaliser les vérifications, mais vu la concordance des documents et votre lien familial, il n'y aura pas de difficulté. Je vous remercie, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, puis m'a laissé seule quelques instants, comme pour me donner le temps. J'ai respiré profondément. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ces objets comptaient. Ce n'étaient pas des preuves seulement, c'étaient des morceaux de mémoire, des morceaux d'enfance, des morceaux d'hommes que j'avais aimés et perdus. Quand je suis sortie du bâtiment, la lumière était vive, presque tranchante. Je me suis arrêtée un moment sur les marches, la montre et l'insigne dans mon sac. Marseille bruissait autour de moi, un chaos que ma vieillesse ne pouvait plus suivre. Mais je me sentais étonnamment solide. En rentrant, Marion était dans la cuisine. Elle s'est levée quand elle m'a vue, comme si elle avait attendu toute la journée. Alors, tu as retrouvé quelque chose? J'ai ouvert mon sac. Je lui ai montré la montre et l'insigne. Elle les a regardés comme on regarde des objets sacrés dont on ignorait l'existence. C'était si important, dit-elle dans un souffle. Je me suis assise. Oui, Marion, ces objets, c'est ce qu'il restait de la vérité d'un homme qu'on a brisé. Et ton oncle a passé sa vie à essayer de la réparer. Elle a fermé les yeux comme si elle encaissait un poids qu'elle ne connaissait pas. Je ne savais pas, maman, je ne savais rien. Je sais. Elle s'est assise en face de moi. Ses épaules s'étaient un peu redressées. Son regard était plus clair. Il y a eu un long silence. Pas lourd, pas tendu. Un silence simple comme celui de deux personnes qui commencent, enfin, à se parler pour de vrai. Ce soir-là, j'ai posé la montre et l'insigne sur ma table, juste à côté de la broche. Je regardais ces trois objets, rassemblés presque par miracle, et j'ai pensé, il reste encore un morceau à retrouver. Mais pour la première fois, je n'avais plus l'impression de marcher seule. Les jours suivants se sont déroulés avec une lenteur nouvelle, presque apaisante. Le dossier d'André prenait forme. La broche, la montre, l'insigne, trois pièces revenues vers moi comme si elles avaient attendu que je sois enfin prête à les accueillir. Il ne manquait plus que le pendentif de Toulouse. Je devais m'y rendre, mais l'avocat m'avait assuré que la demande pouvait déjà être déposée en l'état, puis complétée plus tard. Marion, elle, s'adoucissait, pas par miracle, par fatigue, par lucidité, par ce travail intérieur qu'on ne voit pas, mais qu'on sent dans la manière de marcher, de parler, de respirer. Elle participait un peu plus aux tâches de la maison, sans excès, sans essayer de se faire pardonner à grands gestes, juste, présente, une présence encore hésitante mais sincère. Un matin, alors que je rangeais les papiers du dossier, mon téléphone a sonné. Le numéro du cabinet de l'avocat s'est affiché. Madame Élise, me dit l'assistante d'une voix enjouée, nous avons reçu un retour très rapide du comité. Ils acceptent d'ouvrir la procédure immédiatement. Votre frère avait rassemblé un dossier d'une solidité rare. Et les pièces que vous avez retrouvées, elles jouent énormément en votre faveur. Je me suis assise sans m'en rendre compte. Mes jambes avaient cédé, mais mon cœur, lui, s'était redressé. Cela veut dire que... Cela veut dire que la réhabilitation de votre père est en cours. Officiellement, ils estiment que les preuves méritent un réexamen complet. Votre nom de famille sera rétabli si tout confirme ce qui apparaît déjà dans le dossier.
Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai posé la main sur la table. Je sentais, sous ma paume, quelque chose de très ancien se remettre à respirer. Merci, ai-je murmuré. Quand j'ai raccroché, Marion est entrée dans la pièce. Elle a vu mon visage et malgré toutes les distances restantes entre nous, elle a compris que quelque chose avait basculé. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai raconté. Pas dans les détails administratifs, non. Dans les mots les plus simples. Ils vont réexaminer le dossier de ton grand-père, officiellement. Elle m'a regardé longtemps, comme si elle essayait d'imaginer l'homme qu'elle n'avait jamais connu autrement qu'à travers mes silences. Tu es contente? Demanda-t-elle doucement. Ce n'est pas de la joie, c'est de la paix. Elle s'est approchée d'un pas, juste d'un pas, un petit mouvement, mais un mouvement sincère. Je suis fière de toi, maman. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement accepté ces mots-là, qui venaient tard, mais qui venaient enfin. L'après-midi, je suis allée chez le notaire pour signer les derniers documents de protection. Le bureau sentait la cire et le papier ancien. Le notaire, un homme calme, a relu chaque pointe avec moi. Cela empêche toute utilisation de vos comptes, biens, signatures, sans votre accord écrit, m'expliqua-t-il. Vous êtes désormais entièrement protégé. Personne ne pourra se substituer à vous. Je me suis sentie plus légère, sans pour autant me sentir victorieuse. La protection n'était pas une vengeance, c'était une nécessité. Quand tout fut signé, il m'a tendu les papiers dans une chemise cartonnée. Vous savez, Madame Martin, on ne protège pas seulement ses biens, on protège aussi sa dignité. Ces mots-là ont trouvé un endroit précis en moi, un endroit qui avait longtemps attendu. En sortant du cabinet, j'ai marché un moment dans les rues de la ville. Les vitrines reflétaient mon visage. Je ne voyais plus une vieille femme fatiguée. Je voyais une femme qui avait survécu à tout ce qu'elle aurait pu fuir, une femme qui avait tenu bon. En rentrant à la maison, Marion préparait le dîner. Un geste simple, mais c'était la première fois depuis longtemps. Elle tournait une sauce, concentrée, maladroite. Elle ne m'a pas entendue entrer. Tu veux de l'aide? Ai-je demandé. Elle a sursauté, puis souri timidement. Non, je veux juste que tu t'assieds. Je fais ça. Je me suis assise. Je la regardais et je voyais la femme qu'elle aurait pu devenir si la vie avait été plus douce, ou si j'avais été plus vigilante. Mais je voyais aussi celle qu'elle pouvait encore être, et cela me suffisait. Marion, ai-je dit doucement, tu sais que rien n'est effacé, mais tout peut encore être réparé. Elle s'est retournée, une cuillère à la main. Je sais, maman, je veux essayer. Je lui ai souri, un sourire lent, vrai. Ce soir-là, j'ai rangé les objets d'André dans une boîte solide, avec des feuillets de protection comme il l'aurait voulu. La montre, l'insigne, la broche, 3 fragments retrouvés, et bientôt le pendentif. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé la nuit tomber lentement, et j'ai pensé, demain, je terminerai vraiment ce que mon frère avait commencé. Le matin où je suis partie pour Toulouse, la maison semblait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Marion dormait encore. Je l'ai regardée une seconde, juste assez pour me rappeler qu'on ne quitte jamais vraiment ses enfants, même quand on leur rend leur propre responsabilité. Puis j'ai refermé doucement la porte et je suis sortie. Le voyage fut tranquille. À presque 80 ans, les trajets ne m'effraient plus. C'est le temps qui m'accompagne, pas moi qui le poursuis. Je savais ce que j'allais chercher. Le dernier morceau manquant, le pendentif de mon père, celui qu'André avait protégé jusqu'à la fin, celui dont j'avais eu honte de ne jamais m'occuper avant aujourd'hui. Le collectionneur m'a reçu dans une petite maison près du jardin des plantes. Il était plus doux que je ne l'avais imaginé au téléphone. Ses gestes étaient lents, soigneux. Il a posé devant moi une petite boîte carrée. Je savais que vous viendriez, madame. Certains objets appellent leur propriétaire plus fort que d'autres. J'ai ouvert la boîte. Le pendentif était là, exactement comme André me l'avait décrit des années plus tôt. Un disque d'argent mat, gravé d'une étoile presque effacée. Rien de précieux pour les joailliers. Tout pour moi, tout pour lui. Je l'ai pris entre mes doigts. Il était tiède, comme si quelqu'un venait de le tenir juste avant moi. J'ai senti mes yeux se brouiller. Pas de larmes, non, une sorte de reconnaissance muette. Une reconnaissance envers le monde d'avoir conservé ce que nous avions perdu. Je vous le rends, dit-il simplement. Je lui ai donné l'argent que j'avais préparé, même si son geste aurait suffi. Il a refusé une partie de la somme. Gardez ça pour vous, madame, et pour votre histoire, je suis repartie avec la boîte serrée dans mes mains.
Dans le train du retour, j'ai posé le pendentif sur ma paume et je me suis dit que je tenais, enfin, tout ce qu'André avait voulu me transmettre. Il n'y avait plus rien à chercher, seulement à continuer. L'avocat m'a reçu 2 jours plus tard. Il a pris le pendentif, l'a posé à côté des autres objets, et j'ai vu ses yeux briller d'une satisfaction contenue. C'est complet, Madame Élise. Votre frère serait fier de vous? Je n'ai rien répondu. Fier est un mot simple, un mot que je n'avais pas entendu depuis longtemps, et jamais à mon sujet. Il m'a expliqué les dernières étapes, les délais, les réponses à venir. Je l'écoutais, mais une partie de moi était ailleurs, dans la petite cuisine de mon enfance, où André me disait que la vérité finit toujours par remonter, même quand on la croit ensevelie. Quand je suis sortie du cabinet, j'ai marché lentement jusqu'à la maison. Le soleil était doux, pas pressé, moi non plus. Marion préparait du thé. Elle s'est tournée vers moi quand je suis entrée. Pas avec la peur des premières semaines, pas avec l'arrogance d'avant, avec une attente calme. Alors, demanda-t-elle. Je lui ai montré la boîte. Elle a souri, un sourire timide, maladroit, mais vrai. Je me suis assise près d'elle. J'ai posé tous les objets devant nous, la broche, la montre, l'insigne et enfin le pendentif. Ils formaient un ensemble cohérent, comme si rien n'avait été dispersé. C'est fini, ai-je dit. Ou c'est réparé, murmura-t-elle. J'ai réfléchi un instant. C'est en ordre, c'est suffisant. Elle a posé sa main sur la mienne. C'était la première fois depuis des mois, peut-être depuis des années. Nous sommes restés ainsi un moment en silence, pas le silence lourd d'avant, un silence qui ressemblait à un souffle partagé. Le soir, je me suis assise dans le jardin, là où la lumière tombe doucement sur les pierres. J'ai ouvert la boîte pour la dernière fois. Le pendentif brillait à peine, mais il suffisait de le regarder pour sentir qu'il portait quelque chose de plus grand que nous deux, plus grand même qu'André. J'ai pensé à ma vie, à mes erreurs, à mes absences, à tout ce que j'avais voulu protéger, à tout ce que j'avais mal protégé. Et pourtant, j'étais là, debout malgré tout, et digne enfin, la paix ne fait pas de bruit. Elle arrive tard, parfois trop tard, mais quand elle arrive, elle vous remet à bord à hauteur de vous-même. Je suis restée longtemps dehors, jusqu'à ce que le soir devienne nuit. Le monde autour de moi ne me devait plus rien, et moi, je ne devrais plus jamais me courber pour exister. Si vous avez lu cette histoire jusqu'ici, si elle a touché quelque chose en vous, alors abonnez-vous pour lire d'autres récits comme celui-ci.